Excellent dimanche à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, les titres de ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, et la première dame, Jeannette Kagame, se sont joints ce dimanche aux habitants de la ville de Kigali pour le sport de masse, la première de cette année 2023. La direction de la ville de Kigali annonce qu'elle va appliquer la tolérance zéro pour quiconque va endommager le jardin public qu'on trouve un peu partout dans la ville. Et puis au Burkina Faso, 66 femmes et leurs bébés qui avaient été enlevés le 12 et 13 janvier dernier dans la région du Sahel Nord alors qu'elles étaient sorties de leur village pour aller chercher de quoi se nourrir, ont été retrouvées ce week-end. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Paul Kagame, et la première dame, Madame Jeannette Kagame, se sont joints ce dimanche aux habitants de la ville de Kigali pour le sport de masse, la première de cette année 2023. C'était par ailleurs l'occasion pour différentes catégories des personnes présentes à faire le dépistage des maladies non transmissibles pour qu'ils soient fixés sur leur état de santé. Kassim Youssouf nous fait le point. Cette journée dominicale, le président de la République, Paul Kagame, et la première dame, Jeannette Kagame, ont participé au sport de masse qui se tient 2 fois par mois dans la ville de Kigali afin d'encourager la population à avoir une excellente santé et de promouvoir la ville de Kigali verte. Au site de Gisozi, en district de Gasabo, les personnes qui ont participé à l'activité sportive de ce dimanche se sont soumises à différents tests, notamment l'OPZ, la taille, la glycémie et la tension artérielle. Ils ont trouvé que je n'ai pas de problème de tension ni de glycémie, mais on m'a dit que je dois consommer beaucoup de légumes et boire beaucoup d'eau par jour pour éviter l'augmentation du poids. Je vais commencer à boire 3 litres d'eau par jour et consommer beaucoup de légumes. La raison qui m'a poussé de venir, c'est pour que je puisse être fixé sur mon état de santé en ce qui concerne les maladies non transmissibles. Il n'y a pas de problème de tension ni de glycémie, mais ils ont constaté que j'ai beaucoup de kilos et beaucoup de graisse. On m'a dit également que mon habitude de manger 1 fois par jour n'est pas bonne parce que lorsqu'on mange, le corps conserve tout ce qu'on a mangé, c'est-à-dire beaucoup de calories, ce qui favorise l'augmentation du poids. Je vais consommer davantage de fruits et pratiquer du sport pour réduire les kilos. Le président de l'association des nutritionnistes au Rwanda, Nyakairu Nathan, indique que les gens devraient se préoccuper de leur alimentation et pratiquer des exercices physiques, car c'est l'un des moyens pour combattre les graisses qui sont à l'origine de différentes pathologies. Au site de Gisozi, sur 115 personnes qui ont participé au dépistage, l'on a constaté que plus de 20 ont un problème de graisse abdominale, d'autres ont le poids qui n'est pas conforme à leur taille, d'autres ont présenté des problèmes de glycémie élevée dans le sang et la tension artérielle. La suite de ce journal avec donc la présentation vendredi en début de soirée du livre « Qu'il était beau, mon pays » écrit par le professeur Karégué Félicien. C'est un livre qui porte sur l'histoire des Rwandais, en particulier des Tutsis. Depuis 1959, le public de Kigali a apprécié et a savouré le délice de ces livres. Olive Néné nous dit un peu plus sur ce livre. Vendredi en début de soirée, le Kigali Public Library, ou la bibliothèque de Kigali, accueille un café littéraire du professeur Félicien Karégué portant sur le livre « Qu'il était beau mon pays ». À travers ce livre, l'auteur nous plonge dans les entrailles de l'histoire tragique de son pays, le Rwanda, depuis 1959, les premiers massacres, l'exil, les génocides de Tutsis, mais aussi le retour et la résilience des Rwandais. Le titre, c'est un clin d'œil nostalgique en fait de ce que moi j'avais vécu
avant les crises sanglantes des années 59-60, 63, 64, 73, 90, tout ça. Avant tout ça, il y avait un Rwanda que j'aurais appelé, où il régnait une certaine harmonie entre les communautés, une certaine solidarité. Et les gens ne s'affrontaient pas en termes d'ethnie. Les gens vivaient comme des frères à l'époque. Et puis tout d'un coup, tout a été détruit. Il y a eu la désintégration totale de la société rwandaise. Et moi, avec un regard rétrospectif, je dis qu'il était beau mon pays. Ceux qui ont lu ce livre, notamment des écrivains rwandais de renom, l'ont apprécié et ont invité les jeunes à adopter la culture du livre. C'est un livre où la petite histoire s'imbrique dans la grande histoire. On y apprend beaucoup et c'est un livre où se reconnaissent beaucoup de Rwandais, que ce soit ceux qui n'ont jamais quitté le pays ou que ce soit ceux qui sont partis en exil. Donc c'est un livre vraiment qui en fait, c'est une autobiographie, mais qui peut être l'autobiographie de beaucoup d'autres. Et comme j'aime le dire en citant Victor Hugo, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Autrement dit, dans le livre de Kareye, de professeur Kareye, beaucoup de gens se reconnaissent. Donc c'est son histoire, mais ça peut être l'histoire de beaucoup de gens. Donc je l'ai apprécié, je l'ai beaucoup aimé, et c'est pourquoi j'ai même accepté de modérer le café littéraire autour de ce livre. C'est ça, je le dis toujours que les jeunes sont les porte-flambeaux de demain. Donc je suis content que quand même ces derniers jours, ils participent à ces cafés littéraires et à travers, même dans des écoles, et que les jeunes s'intéressent à l'écriture, à la lecture et à l'écriture. C'est encourageant parce que ce sont eux effectivement qui vont perpétuer la mémoire de ce drame pour que le plus jamais ça ne soit pas une lettre morte. Voilà, donc c'est pourquoi je les encourage à écrire, à lire, à nous remplacer en fait, parce que nous sommes en train de partir. Ce livre me touche à divers titres. Il y a des parties du livre qui racontent des choses que je connais, parce qu'il y a un vécu commun, quand nous vivions tous à Genève. Et puis il y a l'enfance Mayaga dont j'ai tout le temps entendu parler, que je n'ai pas connue. Je pense que c'est la partie qui m'a le plus fascinée, qui est hélas aussi triste en partie, parce qu'on connaît la fin qui est tragique. Et la partie qui m'a le plus touchée, je dois dire, c'est quelque part, c'est heureux qu'un homme de cette génération-là, mon oncle a 72 ans maintenant, qui a vécu en fait, en accéléré l'histoire du Rwanda contemporain, le raconte. Beaucoup de femmes ont raconté, surtout des femmes rescapées, mais des hommes de son âge dans le paysage littéraire, en fait, il y a très peu d'autobiographies dans ce sens-là. Pour notre famille, c'est un héritage et une transmission, mais c'est un témoignage pour le monde aussi, et je suis heureuse qu'il existe. Complètement. D'abord, la première chose, je pense qu'il ne faut même pas avoir la capacité d'écrire. Son métier, il est scientifique et biologiste de formation. Sa vocation première n'était pas d'écrire. La motivation à l'écriture est venue vraiment par le besoin de raconter. Il y a beaucoup d'outils et de personnes qui peuvent aider à mettre en musique quand on commence à écrire. D'autre part, je pense à non seulement ma génération, moi j'ai presque 50 ans, mais mon fils et les plus jeunes. Le Rwanda contemporain, ce n'est pas seulement les hommes de son âge, contient des personnes qui inspiraient la jeunesse. On cherche des héros ailleurs, mais ils sont parmi nous, ils vivent avec nous. Et c'est non seulement un héritage pour nous, mais c'est aussi une force de savoir qu'on peut puiser dans le présent qui nous entoure pour aller de l'avant et absolument ne pas avoir peur. Félicien Karege est né en 1959 à Mayaga, dans le sud du Rwanda. À peine 9 ans, il voit son pays jadis tranquille et paisible sombrer dans les violences interethniques avec des cycles de massacres encouragés par les régimes de l'époque. En 1973, il doit s'exiler au Burundi, puis poursuivre sa route vers la Suisse. Il a fait des études de biologie, mais il a tenu à raconter sa vie pour que les générations futures n'oublient pas. Nous avons donc la chance d'avoir dans ce studio le professeur Félicien Karege, qui a animé et présenté devant un public enthousiaste
et nombreux dans ce café littéraire, son livre « Qu'il était beau mon pays ». Alors, professeur Kaïgué, bienvenue dans le studio de la télévision rwandaise. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord le choix que vous avez pour ces titres que vous avez donnés à votre livre? Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Et le choix Qu'il était beau mon pays, qui est un clin d'œil nostalgique de ce que j'avais connu moi dans les années 50-60, avant que le pays ne soit mis à feu à sang, avant les crises sanglantes. Le Rwanda, c'était un pays qui était, je dirais, paisible, les communautés vivaient en paix, il y avait une forte solidarité, une forte, je dirais, entrée et d'entrée des gens. Il n'y avait pas beaucoup de conflits ethniques. Et à partir des années 60, il y a eu la désintégration totale de ce qu'on a appelé le Muyaga. Ça veut dire quand on s'est mis à brûler les huttes, à battre les vaches, massacrer les gens, tout ça. Et pour moi, le Rwanda n'était plus beau. En fait, le titre, je l'ai choisi à partir d'un roman qui était connu dans les années fin du 19e siècle, d'un auteur gallois qui s'appelait Richard de Leeuwin. Il avait intitulé son livre « Quelle était verte ma vallée ?» En fait, ça se passe dans le pays de Galles, c'est une province du Royaume-Uni, où les paysans vivaient dans les terres dans un pays très riche, ils cultivaient, ils mangeaient à leur faim, ils étaient paisibles, ils étaient heureux. Et puis du jour au lendemain, on a découvert des mines de charbon. Les Anglais sont venus, ils ont fait de ces paysans, ils en ont fait des ouvriers mal payés, mal affamés, des maladies, tout ça. Et le jeune Morgan, qui est le héros du livre, il décrit comment son pays, avant que les gens ne soient transformés en ouvriers mal salariés, et comment son pays était beau, quand ils étaient des paysans. Sa vallée natale était une vallée verte, riche, etc. Mon Rwanda natal aussi, c'était un beau pays avant qu'il soit mis à faire ça. Oui, beaucoup de Rwandais, vos compatriotes, peuvent s'identifier au personnage de ce livre. Votre objectif serait donc pour vous que les Rwandais n'oublient pas ce qui s'est passé dans ce pays? Absolument. Mon objectif, c'est pour que les Rwandais sachent déjà, parce que la majorité des Rwandais aujourd'hui sont nés après le génocide. Une bonne partie est née après les années 73. Donc à peu près 80% de la population rwandaise ne savent pas ce que je raconte. Ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas subi tout ce que je raconte. Donc c'est pour d'abord qu'ils le sachent et ensuite qu'ils n'oublient pas de ce qui s'est passé. Oui, vous quittez le Rwanda, vous vous exilez au Burundi avant de vous rendre ensuite en Suisse. Vous avez fait vos études de biologie. Quels souvenirs gardez-vous de ces différents exils? On peut parler des exils. Alors, c'est des souvenirs dramatiques. Avant d'aller au Burundi, moi j'ai fait mon école secondaire à Bimana. C'est là où j'ai fait la rencontre des premiers contacts avec l'exclusion, stigmatisation, des humiliations, tout ça. À Bimana, nous avions le régime d'être battu, rossé chaque année. Et à Butare, on nous a expulsés violemment de l'université en 1973. Et donc, c'est des souvenirs très dramatiques. Et avant que je sois forcé de m'exiler du pays. Oui, donc, et puis il y a eu 1994. Ces massacres à répétition ont abouti au génocide, l'un des plus effroyables qu'ait connu l'humanité, plus d'1 million de morts. Ce génocide se déroule entre avril et juillet 1994. Où étiez-vous en ce moment-là et comment avez-vous vécu cette tragédie? Voilà, donc le livre, je l'ai écrit pour que les gens sachent, l'humanité sache ce qu'a vécu la communauté de Tutsis au Rwanda. C'est-à-dire l'humiliation, la stigmatisation, l'exclusion, jusqu'à ce qu'on arrive au génocide. Le génocide, quand il a éclaté il y a 28 ans, moi j'habitais la Suisse déjà, ça faisait déjà presque 30 ans que j'habitais la Suisse. Et j'avais fondé ma famille, j'avais déjà des enfants. Et je vivais dans une communauté de la diaspora rwandaise et de Suisse. Et on suivait tout ce qui se passait là-bas. Et moi, je m'étais dit que chez moi, au Mayaga, comme j'avais connu le Mayaga d'avant,
le génocide ne se passera pas comme il s'est passé. J'avais bon espoir que ça ne se passera pas comme ça, mais j'avais oublié que dans l'entretemps, la propagande raciste avait fait son chemin. Et même au Mayaga, qui était un pays où il y avait une forte solidarité entre les gens, il y avait le mixage des communautés. J'avais espéré que ça ne se passe pas, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Je suis arrivé au Rwanda après le génocide, donc on avait tout balayé. Oui, après le drame, 28 ans après, il y a le changement total, le monde en parle, le Rwanda a changé. Après les drames, après les massacres, quel Rwanda redécouvrez-vous? En fait, le génocide, c'est vrai, ça nous a fait beaucoup de mal, mais ça ne nous a pas découragés. Nous avons continué à militer pour le Rwanda. Moi, personnellement, j'ai continué à venir, par exemple, être enseignant à l'Université nationale de Butare. Chaque année, je venais et j'ai plus ou moins suivi ce qui se passait année après année, tous les développements que je vois aujourd'hui. Mais c'est extraordinaire ce qu'on voit. Je ne m'étais jamais imaginé qu'après 28 ans, on ait une ville aussi belle que Kigali, qui soit une des capitales les plus belles d'Afrique, même du monde. Je ne m'étais jamais imaginé que la technologie arrivera chez nous, que la médecine, l'éducation, que l'IT, tout ça, que ça puisse arriver à ce niveau-ci. Et tout ça, ça provient de la détermination, du leadership du pays, de la bonne gouvernance. C'est très impressionnant, même les gens qui vivent au Rwanda, ils sont impressionnés. Quand on visite quelques quartiers qu'on n'a pas visité une année avant, on est impressionné par les belles routes qui se construisent, les belles maisons qui s'y montent et tout et tout. Le Rwanda, c'est vraiment un bel exemple de la résilience de l'humanité. Merci beaucoup, professeur Kalégué Félicien. Je rappelle aux téléspectateurs que votre livre est intitulé « Qu'il était beau, mon pays », un livre, j'espère, qu'on peut trouver ici à Kigali. Exactement, je crois que dans les librairies, il va bientôt être là. Et Kilezi, Caritas, on peut les trouver. Autrement, les gens qui le veulent, je peux aussi les renvoyer le livre. Merci beaucoup, professeur Kalégué. Restez avec nous pour découvrir cette belle ville et ses différents changements dans ce reportage qui parle de la ville de Kigali. Merci beaucoup. Félicien Kalégué est né en 1959 à Mayaga, dans le sud du Rwanda. À peine 9 ans, les violences interethniques avec des cycles de massacres encouragés par les régimes de l'époque. En 1960, la capitale du Rwanda, Kigali, est considérée comme la plus propre, avec des jardins pittoresques et des arbres permettant d'avoir un bon climat. Les routes d'un peu partout dans la ville de Kigali disposent des jardins avec des fleurs de différentes couleurs, des herbes ornementaux et des passages pour les piétons. On y trouve en outre des zones qui autrefois étaient la base des voyous, mais qui maintenant sont des places de loisirs pour plus de charme de la ville. Les gens peuvent avoir des activités liées au mariage, des activités de relaxation et plus encore. L'on observe cependant des gens qui détruisent ces jardins en y passant à pied ou qui jettent des détritus. La police nationale est en pleine campagne de sensibilisation pour l'éducation de la population en ce qui concerne la culture de la propreté pour qu'elle évite de jeter des détritus sur la route car ils endommagent non seulement l'environnement mais également les infrastructures. Comme nous gardons nos maisons propres, nous devons faire de même pour la ville. La vice-maire de la ville de Kigali en charge des affaires sociales, Urugeni Martine, indique qu'ils appliqueront la tolérance zéro pour les habitants qui ternissent l'image de charme de la ville de Kigali, car cela entrave l'objectif qu'ils se sont fixés pour avoir une ville propre et verte. La plupart du temps, vous trouvez des gens qui jettent des bouteilles en plastique et ils sont partout. La ville de Kigali installe davantage des poubelles publiques dans divers endroits pour que les gens puissent éliminer les déchets de manière appropriée. Les arbres nous aident à avoir de l'air pur. Nous invitons donc les habitants à les préserver au lieu de les détruire.
tukongera gukangurira abaturage kubungabunga ibiti no kutabyangiza. Des experts en salubrité du territoire et de l'environnement indiquent que la population joue un rôle primordial dans la préservation de la propreté de la ville si elle en tient au cœur. C'est pour cette raison qu'aucun effort n'est ménagé pour sensibiliser la population à ne jamais faillir à la propreté tant de manière individuelle que générale. C'est donc la fin de cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent dimanche à notre compagnie.